mais il date cela. Alors comment ça va? C'était bien Noël, le jour de l'an, tout ça? Bah moi ça va super. Bonne année! C'est calme s'il vous plaît, en 2026 on reprend les bonnes bases. Ma résolution c'est NordVPN. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN bien sûr, bah oui bien sûr. Alors NordVPN m'a envoyé une vanne que je vous lis. Salut Cyril, s'agissant du VTech sur le moteur PureTech, fait une intro du genre: vous savez ce qu'il y a de plus fiable qu'un moteur PureTech? NordVPN. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour 2026. La bonne nouvelle, c'est que ça va être super et que 2026 va être un record. Alors, record déjà, j'espère, sur la chaîne Silva Live, mais aussi NordVPN me dit de vous dire que c'est un record de phishing. Alors, attention, ne pas confondre le phishing et le phishing. Disons qu'en 2026, si vous êtes victime d'une attaque de phishing dans cette orthographe-là, c'est pas bien. Mais heureusement, il y a NordPass qui permet de sécuriser vos mots de passe et vos accès en toute sécurité grâce au service NordVPN. Bah, quand tu vois le genre de mots de passe qui te sortent avec NordPass, je peux te dire non, on l'atteindra pas. Si vous êtes par contre victime d'une attaque de phishing, c'est que soit vous êtes autour d'un étang, ou sinon qu'on a essayé de vous péter. Ce qui peut être plutôt positif. Ils m'ont aussi dit de vous dire que 2025 était déjà un record, parce que c'est la première fois en France qu'il y a autant de données volées dans une seule année. Et c'est pour ça que cette année, je compte sur vous pour prendre NordVPN. Vous pouvez vous géolocaliser partout dans le monde pour avoir plein d'avantages, de réductions ou de contenus qui sont pas disponibles ici. Mais en plus de ça, vous faites ça en toute sécurité. On ne peut pas avoir vos données, c'est pas possible. Et en plus, avec NordVPN, c'est satisfait ou remboursé dans les 30 jours. Vous pouvez l'essayer pendant 30 jours et vous le faire rembourser. Et avec le lien en description, c'est 4 mois d'abonnement offert pour tout abonnement de 2 ans. Merci à NordVPN de m'accompagner sur 2026. Merci à vous et bonne vidéo! Bonjour, bienvenue, installez-vous, hein, n'hésitez pas. Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. J'espère que vous avez pas eu le coffret Scorpio à Noël, j'espère. Hein. Je tourne ça avant Noël, donc j'espère moi-même que j'ai pas le coffret Scorpio. Ouais, alors, il y a plein de trucs qui ont changé. Il y a plus le Simu. En fait, je l'ai vendu. Ça me faisait principalement chier. Je sais que la plupart du temps, vous m'en parliez en stream, vous me disiez quand est-ce que tu fais du Simu? Jamais, ça ne sera jamais arrivé. Enfin, en fait, le vrai problème que j'ai eu avec le Simu, c'est que ça marchait jamais. C'est un truc de ouf. Les gens qui aiment le Simu, alors je respecte, hein, y a pas de problème. Je sais pas comment on fait. Le machin, tu le règles, il marche, tu l'éteins, tu rallumes, c'est fini. Y a plus rien qui marche. T'imagines si la Switch faisait ça? T'as la Switch, tu l'éteins, le lendemain, elle marche plus. Déjà, le PC, une fois tous les 6 mois, il te fait des blagues. Alors là, tous les jours. Alors du coup, y a rien. J'ai récupéré 2 mètres carrés. Alors les 2 casques, à la base, je voulais les mettre là, mais il faudrait que je range. Il y a des jeux de PlayStation 1, il y a un jeu Nintendo 64. Oh! J'ai un Mario 64 en boîte, mais la boîte est un peu flinguée. Je vous cache pas que ça me fait chier. Après, ça date, hein. Et puis c'était surtout 6,99, ouais, c'était il y a longtemps, hein. En boîte avec le livret, ça très bien, mais surtout, alors là, par contre, ça c'est une perle, hein. Cruise World. En français, boîte état neuve. C'est pas compliqué, elle est neuve. Je me rappelle, c'est moi qui l'ai acheté neuve, il y a longtemps. Après, le problème, c'est que Cruise World, c'est de la merde. J'ai aussi changé de micro. Alors, j'espère que cette fois-ci, je cracherai pas dedans, parce qu'à chaque fois, je fais des... Donc normalement c'est bon. Après ça fait une sacrée bonnette, tu vois. Ça fait un petit moufton, quoi. Je suis très content de l'année 2025 qui vient de se dérouler. D'ailleurs, merci de m'avoir accompagné jusque-là. Et l'année 2026 va être super chouette. Il y a plein de projets. T'imagines que le truc actuellement qui nous bloque, c'est qu'on n'a pas le temps. Il y a énormément de sujets dont vous voulez qu'on parle. Et je me disais que pour démarrer 2026 de façon un peu sympa, il fallait un sujet un peu croustillant, tu vois. Un peu sympa. Aujourd'hui, on va parler d'un des sujets les plus chauds du moment. Et on va même parler d'un sujet qui est en train de ruiner un constructeur. Vous imaginez que dans le monde, il y a un constructeur qui est peut-être en train de mourir à cause de ce problème. Bienvenue en 2026 et bienvenue dans ce VTech sur le moteur PureTech. J'ai l'impression qu'à chaque VTech, je répète la même phrase en vous disant oui, c'est le sujet dont vous avez le plus parlé. Le Takata, c'était le plus parlé. Le Dangerous 2, c'était le plus parlé. PureTech, c'est le plus demandé. C'est un truc de fou. D'ailleurs, je m'excuse d'avance, j'ai dû un petit peu exagérer dans le titre. J'ai dû mettre un truc du genre le pire moteur de l'histoire. C'est pas le pire moteur de l'histoire. C'est pas le meilleur non plus. C'est dans les moins bons. Je le dis de façon assez naturelle, genre le moteur PureTech, genre c'est connu, genre c'est notoire. Allez, on va déjà reprendre la base. C'est quoi un moteur PureTech? De tout temps, les voitures ont été équipées de moteurs... Non, moins la base que ça. Parce qu'on s'imagine souvent qu'un constructeur automobile construit une voiture. Alors, oui, mais pas vraiment. Le nom constructeur de voiture induit un peu en erreur, parce qu'on pourrait croire qu'ils construisent tout, qu'ils fabriquent toute la voiture, et en fait, non. Le terme exact, ça serait plutôt assembleur de voitures, c'est-à-dire ils assemblent des pièces, et au final, ça crée une voiture. Pour vous resituer un petit peu, une voiture moderne, c'est environ 40 000 pièces. Ouais, on se rend pas compte, mais si tu prends en compte chaque référence de pièce qui est dans une caisse, genre les vis, les boulons, les morceaux de carrosserie, ou même directement
directement des morceaux du moteur, c'est 40 000 pièces. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous dis qu'en général, les voitures les moins fiables, c'est les voitures les plus complexes, qui ont le plus de pièces. Normal, plus tu rajoutes de pièces, plus tu rajoutes des pannes potentielles. 40 000 pièces, ça correspond à une voiture assez haut de gamme, moderne, standard, genre une Audi A4. Ça peut parfois être moins, par exemple, les voitures d'entrée de gamme qui soient assez simples, entre guillemets, genre une Dacia Sandero, vous serez en dessous des 40 000, et à l'inverse, les voitures très haut de gamme, voire très complexes, genre une Audi A8, ça va être plutôt 50, voire 60 000 pièces. Et justement, c'est ça le problème. 40 000 pièces, c'est énorme! Alors non, c'est toujours pas la phrase importante, pardon. La phrase importante, c'est tu peux pas fabriquer 40 000 pièces et être expert dans toutes les pièces. C'est pas possible, en fait, c'est physiquement pas possible. Je prends un exemple très simple, mais vous allez comprendre très vite. Genre, les pneus. C'est pas Peugeot qui fait les pneus, t'as pas des pneus Peugeot, t'as pas des pneus Renault, t'as pas des pneus BMW, t'as des pneus Michelin, Continental, Goodyear, Dunlop. T'imagines que le métier de faire des pneus, c'est déjà un métier qui occupe des entreprises au CAC 40. Ça occupe déjà des entreprises dans le monde entier, avec des milliers de salariés qui font des milliards par an. Michelin, ils font que des pneus. Et ils vivent très bien comme ça, c'est pas le sujet, tu vois, mais t'imagines, ils font une pièce. Et quand tu réfléchis un petit peu, tu te rends compte qu'en réalité, un Renault, par exemple, ne fabrique pas grand-chose dans sa voiture. Par exemple, le feu arrière d'une Bugatti Chiron, tu sais, la grande barre, là, c'est joli, hein. Mais c'est pas Bugatti qui fabrique ça, pas du tout. C'est Valeo, marque française. Ils font pas que ça. Et ils sont très très loin de faire que ça, d'ailleurs, Valeo. Par exemple, ils ont fait le premier système de freinage du premier Cayenne Turbo. C'est le plus gros système de freinage de l'époque sur le Cayenne Turbo, bah c'est Valeo qui le faisait. T'imagines que Porsche, qui est pourtant reconnu pour ses systèmes de freinage, ils faisaient pas leur système de freinage eux-mêmes. C'est Valeo qui le faisait à la place. Et quand ils réfléchissent, c'est normal. T'imagines si sur les 40 000 pièces, un constructeur devait savoir faire des pneus, mais aussi des phares, mais aussi des freins, et aussi des filtres à huile, et aussi des pièces de carrosserie, qui en plus sont parfois différentes, parce que t'en as en plastique, en tôle, en aluminium, enfin c'est impossible. Mais c'est ça qui est beau dans l'automobile aussi, c'est que ça rassemble tellement de métiers. Genre il y a des gens qui savent faire des pneus en caoutchouc, et des écrans avec des softs au même endroit, reliés par une batterie d'un autre constructeur, dans laquelle tu t'installes avec un siège d'un autre fabricant. Et quand t'appuies sur la pédale de frein qui est fait par un autre fabricant, ça allume une ampoule d'un autre fabricant. Et le capot qui va venir percuter le piéton que tu vas faucher, c'est un autre fabricant. Qui va déclencher un airbag d'un autre fabricant. Et même si le travail des constructeurs automobiles, c'est plutôt d'assembler des pièces et de les faire fonctionner ensemble, il y a quand même des points stratégiques. Par exemple, le design de la voiture, le dessin général de la voiture, ça souvent c'est fait en interne, parce que c'est justement trop crucial. Parce que t'as des enjeux de cohérence avec la gamme, d'image que tu veux donner, et c'est pour ça que ça en général on le fait en interne. Et encore, des fois c'est sous-traité. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Pininfarina qu'on retrouve sur certaines voitures, notamment italiennes. Bah ça aussi, c'est de la sous-traitance. Pininfarina, c'est un bureau de design et leur métier, c'est de dessiner des voitures. Ils sont faits pour ça en fait, c'est leur job. Ferrari par exemple a fonctionné pendant des décennies avec Pininfarina au design, avec un sous-traitant. Bon, et après ils se sont pris la tête avec Pininfarina, ils ont fini par le faire en interne, c'est vrai. Mais ça a duré super longtemps. T'as d'autres trucs comme ça critiques pour un constructeur, par exemple tout ce qui va être logiciel interne, comme chez Tesla par exemple, où c'est littéralement le cœur de la voiture. T'imagines si Tesla sous-traitait les logiciels à l'intérieur? C'est un petit peu bête, tu vois. Disons que t'achètes une Tesla pour le logiciel. Et au rayon des trucs vraiment importants qui en général sont traités en interne, on a les moteurs. En fait, le problème du moteur, c'est que c'est le cœur de la voiture, et c'est là-dessus que tu peux te démarquer des autres. Donc en général, le moteur, les constructeurs le font eux-mêmes. Et t'as énormément de constructeurs qui se sont fait des réputations de motoristes. Par exemple, BMW, une véritable réputation et expérience dans le domaine du moteur. C'est genre le cœur de la voiture. Il y a un truc qu'ils doivent faire en interne, c'est le moteur. C'est pour ça qu'ils sont connus, c'est pour ça que t'achètes une BM. Et on peut même prendre des exemples encore plus évidents, genre Ferrari. Évidemment qu'ils vont faire leur moteur en interne. Évidemment, tu achètes une Ferrari pour le moteur. Et chaque constructeur a sa petite course à lui, genre BMW M et Mercedes AMG vont se livrer la course à la puissance pour savoir qui sort le V8 le plus puissant et qui sort la berline la plus puissante du moment. Un peu plus loin, t'as Toyota qui lui est dans une course à l'efficience et à la fiabilité. Genre leur cœur de métier, c'est de faire des moteurs fiables et ils vont faire ça en priorité. Et t'imagines que même sur ce point crucial, t'as quand même des exceptions. Par exemple, toutes les dernières Aston Martin V8 utilisent des moteurs AMG. La marque Pagani utilise des V12 AMG depuis le début de leur histoire. Et ça se passe très bien d'ailleurs, c'est super hein. Et vous êtes peut-être pas au courant, mais en France, on a une vraie réputation de motoriste. Je pense que certains vont se dire qu'on blague, pas du tout. Renault a même trouvé le moyen de vendre ses moteurs d'entrée de gamme à Mercedes, c'est-à-dire qu'un constructeur comme Mercedes a reconnu que les moteurs Renault étaient bien. Sur les petits moteurs d'entrée de gamme, vraiment, c'est-à-dire s'ils avaient pas envie de faire, c'était du Renault, et le reste ils gèrent eux. On fait les beaux trucs en France, hein. Attention, hein, on fait la baguette, et les moteurs diesel. Dans le monde, la France, hein, les Français, genre Citroën, Peugeot, Renault, on est réputés dans le monde pour faire des bons moteurs. Pour vous resituer un peu, mais par exemple, le meilleur motoriste de l'histoire de la Formule 1, c'est Ferrari, avec 16 titres. Les moteurs Ferrari ont gagné 16 fois dans l'histoire de la Formule 1, suivi
suivi juste derrière avec 12 titres de Mercedes et à égalité de Renault. Le deuxième motoriste le plus victorieux de l'histoire de la Formule 1, c'est Renault. Je vous le redis parce que je pense que vous l'avez pas encore. Faut le temps que ça s'imprime, mais le deuxième motoriste le plus victorieux de l'histoire de la Formule 1, c'est Renault. Le même Renault qui fait le moteur DCI sur ta Clio et ta Laguna. Le même. 12 titres. On a tellement une réputation et un savoir-faire dans la fabrication de moteurs de bagnole qu'on a eu une entreprise pendant très longtemps qui s'appelait la Française des Mécaniques. Et c'est une usine, elle fabrique que des moteurs. Enfin, fabriquait, ce qu'elle a fermé il y a pas longtemps. Oui, on y arrive, c'est un peu lié au titre de la vidéo. Oui. Déjà dans les années 70, la Française des Mécaniques fabriquait le très moderne moteur X, avec un nom un peu particulier. Moteur X, salut, ça va? Est-ce que tu vas me pistonner? Et même s'il avait un nom un peu bizarre, le moteur X à l'époque était une référence en termes de fiabilité, de consommation et de performance. Meilleur que plein d'autres moteurs d'autres constructeurs. Et ces moteurs français seront remplacés quelques années plus tard par les moteurs TU, qui eux aussi étaient des références sur le marché à leur époque. En France, on fabriquait l'un des meilleurs moteurs pour petites voitures. C'est un fait, c'est factuel, c'est l'histoire. J'y peux rien, j'ai rien inventé, c'est l'histoire. Pour être honnête quand même, on n'a pas été non plus à l'origine que de bons moteurs. Tu vois, par exemple, le moteur PRV qui sort aussi de la Française des Mécaniques, qui est pas non plus... Disons qu'en plus, le moteur PRV, d'ailleurs, qui porte ce nom pour Peugeot, Renault, Volvo, puisque c'était l'association de 3 constructeurs pour fabriquer un V6, qui à la base devait être un V8, et qui a été amputé parce qu'on n'arrivait pas à le faire en V8, et en plus avec la crise pétrolière, c'était trop con de faire un V8, alors ils ont fait un V6. Mais ils ont fait un V6 qui a les codes d'un V8. Donc ils ont fait un V6 qui marche pas. Mal. Au mieux. Et si on était déjà très fort dans les moteurs essence, on est devenu encore plus fort quand est arrivé le diesel. À la fin des années 90 et au début des années 2000, le diesel a pris une place importante sur le marché français. Faut quand même se rappeler qu'au début des années 2000, le diesel était considéré comme un carburant écologique. En 2026, la phrase fait tiquer un peu, oui. Avec un peu de recul, tu te dis quand même, ils exagèrent un petit peu, oui, mais à l'époque, c'était vendu comme ça. Hein. Ce qui s'est passé à la fin des années 90, c'est que les constructeurs français voulaient marquer un point supplémentaire par rapport aux autres. Ils voulaient vraiment s'illustrer sur la scène internationale, alors il leur fallait un peu d'aide. Et cette aide, ils l'ont trouvée au gouvernement. À la fin des années 90, les constructeurs français ont négocié avec le gouvernement une taxation moindre sur le diesel. Et couplé à des investissements massifs sur les nouvelles technologies du diesel dans ces années-là, Peugeot et Renault sont devenus les meilleurs motoristes du monde. Parce que fin 90, t'as Fiat qui est à l'origine des diesels modernes, c'est vrai, avec leur partenaire Magneti Marelli. D'accord, ok, c'est bon, on vous l'accorde. Mais t'inquiète, le HDI et le DCI, c'est arrivé derrière, hein. Après, je vous rassure, on reste en France. C'est-à-dire qu'après avoir fait un truc incroyable, juste derrière on fait un truc pourri. À savoir le moteur THP aussi, par la Française des Mécaniques, et qui était l'un des moteurs les moins fiables de sa génération. Qui a quand même été fait à l'époque en partenariat avec BMW, lui aussi motoriste mondialement reconnu. C'est-à-dire que quand même, entre pairs on se reconnaît, la classe. Si on était si nul, BMW se serait pas associé à nous, tu t'associes pas aux nulos, surtout BMW qui a pas besoin, ils ont déjà prouvé qu'ils savaient faire des moteurs, donc ça veut vraiment dire qu'on est bon. Bon, sur ce coup-là on a été vraiment pas bon. Non, là on a merdé. Je vous en parlerai un jour en détail, mais l'histoire du moteur THP, c'est BM et PSA qui se prennent la tête, ça fait une merde. Et cette histoire rocambolesque du moteur français nous emmène en 2012. Parce que c'est en 2012 que PSA présente son nouveau moteur PureTech. Aujourd'hui, je sais que PureTech ça fait rire. En 2012, PureTech, c'est incroyable. Encore une fois, ce format face caméra, c'est un format de contexte. On recontextualise en 2012 moteur PureTech, super chouette. Parce que le moteur PureTech, la nouvelle petite perle de PSA, le moteur qui va animer tous les modèles d'entrée de gamme du groupe, est à l'époque l'un des moteurs les plus sophistiqués du monde. C'est le moteur qu'on va retrouver sous un nombre de capots incroyable dans le groupe entier. C'est l'un des moteurs les plus technologiques de son époque. Culasse en aluminium, injection directe, admission à calage variable, arbre d'équilibrage, pression de suralimentation qui peut monter jusqu'à 1 bar 4. Vous avez sûrement rien compris de ce que je viens de dire, retenez juste que c'est le top. Et ce moteur PureTech, il a été développé pour ça, justement, c'est fait exprès de mettre que le top de son époque, parce que ça doit devenir une référence. L'idée, c'est vraiment d'en faire l'un des plus petits moteurs, les plus efficients, performants, dynamiques de sa génération. Parce qu'ils savaient que quelques années avant, avec le THP, ils avaient un peu merdé et qu'ils étaient vraiment attendus au tournant avec le PureTech, et le PureTech n'échouera pas. Parce qu'en plus d'être le top de son époque, le PureTech doit être un moteur adaptable, parce qu'il doit se retrouver sous des capots d'entrée de gamme avec des voitures vraiment pas chères, jusqu'à des voitures plutôt haut de gamme avec des prix qui dépassent parfois les 50 000 €. En gros, l'idée de PSA, c'était de faire le moteur. Il y en a un, il est bien fait, il a tous les trucs techniques et on le met partout. T'imagines qu'en 2012, le moteur est déjà même pas monté sur un véhicule que tu peux acheter et qu'on attend de lui que ce soit le Messi qui révolutionne la gamme entière. Ça va pas marcher. Non. Parce qu'ils se sont dit, tiens, on va rajouter des trucs qui sont pas trop vus ailleurs, parce que pourquoi pas, c'est le top après tout. Hein.
c'est pas un moteur. Tu vois le ciel? Tu vois le soleil dans le ciel, au-dessus, PureTech. Et ce qui nous intéresse le plus dans ce fameux moteur PureTech, c'est sa courroie de distribution immergée. Je vous la fais assez simple, mais la courroie de distribution, c'est ce qui relie le bas du moteur au haut du moteur, et qui assure que ça fasse un cycle, parce que basiquement, un moteur thermique, c'est un cycle qui se répète tout le temps. Si t'enlèves la courroie de distribution ou qu'elle casse, le moteur est mort. Donc c'est un peu important. Ouais. Pour vous faire un parallèle, c'est un peu l'équivalent du parachute dans un parachute. Tout ça pour vous dire que c'est assez important, la courroie de distribution, et la courroie de distribution du moteur PureTech, elle est un peu spéciale. Ah, je vous ai dit, c'est le moteur de l'année, c'est le top. Et ce qui est fou avec cette histoire de distribution qui relie le haut du moteur avec le bas du moteur, c'est qu'on a plein de solutions différentes pour le faire. On en a plein, on a plein d'idées, mais il n'y en a aucune qui est optimale. C'est absolument jamais parfait. Tout ce que tu gagnes, tu le perds. Par exemple, certains moteurs en termes de distribution utilisent une cascade de pignons. Alors ça, c'est pas compliqué. Tu relis le haut avec le bas par d'autres pignons ensemble. Pignon, cascade de pignons. Je peux pas faire plus simple. Je suis désolé. C'est un format de vulgarisation. Là, c'est même plus de la vulgarisation, c'est du dessin. Le truc qui est bien avec la cascade de pignons, c'est que comme vous pouvez le voir, tout est relié par des engrenages en métal. C'est incassable. Et la cascade de pignons, c'est super parce que c'est super fiable et t'as même pas besoin de l'entretenir. Tu fais une vidange de temps en temps et c'est fini. Inconvénient, comme t'entraînes à peu près 250 kg de métal ensemble qui tournent dans les autres dans de l'huile, ça te bouffe un carburant et une puissance. Demain, tu vois, si je me trimbalais avec des chaussures en métal, j'aurais un peu plus de mal à marcher, naturellement. Bah oui, la cascade de pignons, c'est pareil. C'est fiable, hein. Elle sera jamais usée, ma chaussure en métal. Par contre, je le paye tous les jours. Donc, vu que la cascade de pignons, c'était pas idéal parce que ça te bouffe du carburant et de la puissance, on a inventé la chaîne de distribution où en gros on relie le haut par le bas par du métal, encore, mais du métal qui bouge. Ah, le métal il est un petit peu fluide. Alors c'est mieux, ça demande moins de puissance, ça bouffe moins de carburant et ça fait un poil moins de bruit, même si quand même pour être honnête, c'est pas non plus idéal. Parce que c'est le même souci, bah oui. Et c'est pour ça que comme la chaîne de distribution c'était pas parfait, on a inventé la courroie de distribution, la fameuse, qui elle par contre a plein d'avantages. Parce que ce qui est bien avec la courroie de distribution, c'est que c'est un morceau de caoutchouc, donc c'est super silencieux. Ça mange pas de puissance, ça coûte rien à fabriquer, c'est parfait. Le top. À part qu'il faut la changer tous les 6 ans. Et que si elle casse, le moteur est mort. Et vous commencez à comprendre le problème avec ce fameux système de distribution, c'est que t'as aucun système parfait, et c'est là que les constructeurs ont commencé à se dire, il faudrait une courroie de distribution parfaite. Une courroie de distribution qui ait tous les avantages de la courroie et tous les avantages de la chaîne sans les inconvénients. Et c'est comme ça qu'on a inventé la courroie de distribution immergée. Dit comme ça a l'air super, hein. C'est une courroie de distribution, sauf qu'elle trempe dans l'huile. En fait, le principal problème de la courroie de distribution et ce qui fait qu'on doit la changer, c'est qu'au bout d'un moment, comme elle est en caoutchouc, elle sèche. Donc si elle est immergée, elle sèche pas. Et il faut reconnaître que sur le papier, la courroie de distribution immergée, c'est incroyable. Ça a absolument tous les avantages d'une courroie de distribution classique, ça dure 2 fois plus longtemps et ça consomme encore moins de carburant. Et c'est pour cette raison que la courroie de distribution immergée va se retrouver sur le moteur PureTech. Parce que c'est le top, tout simplement. Évidemment que sur mon nouveau moteur thermique révolutionnaire qui emporte toutes les technologies de son époque, on va retrouver la meilleure courroie de distrib de son époque, c'est normal. Ils ont pas mis plus d'1 milliard d'euros de développement dans ce moteur pour mettre un système de distribution normal. Bon, ils auraient peut-être dû, c'est vrai. Et la stratégie de PSA d'avoir un moteur ultra technologique va porter ses fruits, puisque le moteur PureTech sera élu moteur de l'année 4 fois d'affilée. 2015, 2016, 2017, 2018. Comme quoi, les classements. Et le pire, c'est que j'ai conduit pas mal de fois des moteurs PureTech dans ma vie, et je dois reconnaître que c'est un moteur bourré de qualité. C'est costaud à bas régime, ça vibre pas trop, c'est plutôt silencieux et ça consomme rien. Franchement, sur le papier, le moteur PureTech, il est super. Et au début de la vie du moteur PureTech, ça va super bien se passer, à tel point que la Française des mécaniques, c'est-à-dire l'usine qui assemble les moteurs, annonce en 2012 fièrement viser les 500 000 exemplaires par an. 500 000 moteurs PureTech par an. Alors 500 000 problèmes potentiels par an, peut-être. 500 000, hein. 500 000 par an. On est des spécialistes en moteur. Bien sûr qu'on te... Mais c'est une formalité, 500 000 par an. Alors vous allez voir, on estime qu'il y a à peu près 3 millions de moteurs PureTech qui ont été fabriqués. Hein. Les gens, ils sont juste contents. Le moteur, il est bien, le moteur, il fonctionne bien, le moteur, il est souple, le moteur, il est fiable, c'est juste bien. Des fois, faut le dire, des fois, c'est bien. Ça va pas durer. C'est à partir de 2015 que certaines concessions Peugeot et Citroën voient arriver des moteurs PureTech dans leurs ateliers qui sont morts. Et même si des pannes de temps en temps, ça arrive à notre époque, des moteurs morts, rincés à jeter à la poubelle, c'est rarissime. Et à chaque fois que les mécaniciens vont ouvrir les moteurs PureTech pour voir ce qui se passe à l'intérieur, ils vont tomber sur un problème. La faiblesse, le talon d'Achille qui flingue tous les moteurs. Et là, vous vous dites, il va nous parler de la courroie de distribution, il nous en a parlé pendant 10 minutes. Pas du tout. Il y a un problème de segmentation. Est-ce que vous connaissez le concept de réaction en chaîne? L'avantage de ramasser toutes les pièces pétées sur les tournages, c'est que je finis par avoir un petit stock. Ça, c'est pas compliqué. Je vous montre. Ça, c'est un piston. Le but du piston, c'est de monter et de redescendre pour faire une force.
suis désolé, ça fait vraiment ça en fait. Donc cette pièce, le piston, qui par ailleurs est incroyablement flingué pour les mécaniciens d'entre vous, ça c'est pas censé être rayé comme ça, pas du tout. Ça c'est mort de chez mort. Cette pièce dans le moteur, elle est très importante parce qu'elle a plusieurs rôles. En haut, elle a un rôle de compression puisque quand elle remonte, elle comprime le mélange d'air et d'essence qui fait le fonctionnement de base du moteur thermique. Elle a un second rôle de transmission puisqu'elle va envoyer la force créée ici à travers cette pièce qui s'appelle la bielle à une pièce qui est ici qui s'appelle le vilebrequin. Donc en gros, la pièce elle fait ça, en haut ça fait du pétard, en bas ça fait de la transmission et au milieu ça fait de l'étanchéité avec ces petits joints là qui s'appellent des segments. T'en as 3, t'as un gros, un moyen et un petit en bas, t'as 3 segments. Et même si on dirait que c'est un détail, ces 3 segments c'est une pièce primordiale du moteur parce que ces 3 segments doivent assurer une étanchéité parfaite. Si l'essence qui est en haut atteint l'huile qui est en bas, on va avoir un gros problème. Et sur le moteur PureTech, justement, ils font vraiment pas leur taf. Quand l'essence va atteindre l'huile, l'huile va perdre son côté lubrifiant, ce qui est déjà un super gros problème. Mais il y a un autre problème qui va arriver avant. En plus de perdre son pouvoir lubrifiant, l'huile va devenir acide, c'est-à-dire que tout ce qui va toucher l'huile va commencer à être rongé. Comme une courroie de distribution, par exemple, à tout hasard, je sais pas. Bah oui, le problème de mettre un truc dans l'huile, c'est que ce truc est vulnérable à l'état de l'huile. Et si ta segmentation elle est pas bonne et que l'essence se retrouve dans l'huile et que l'huile bouffe la courroie de distribution, là il y a un souci. Le problème de la courroie de distribution immergée, c'est qu'elle va commencer par être rongée par l'huile qui est devenue acide et c'est un peu fou à dire, mais elle va pas casser. Non, la courroie de distribution elle reste et elle tourne, mais y a pas de problème. Bah non, tu dis bah c'est bon. J'ai eu trop peur, attends tu m'as fait peur Sylvain, j'ai cru que ça allait casser la courroie de distribution, pas du tout. Non non, elle est là. Elle tourne, elle baigne dans l'acide, bien, et puis elle va bien tourner, hein, pendant une bonne année ça va tourner. Mais ça va quand même poser un problème, ouais. La courroie de distribution va baigner dans l'huile qui est acide, et la courroie de distribution, au lieu de casser, va commencer à se désagréger. On va retrouver dans l'huile une sorte de poussière de caoutchouc qui va un peu épaissir l'huile, mais en soi c'est pas si grave. Bah oui, encore une fois, les moteurs sont un peu prévus pour bouffer de la merde, et les moteurs ont régulièrement de la merde qui baigne dans l'huile. C'est pour ça qu'on a une bassine en bas qui s'appelle un carter, qui est là pour récupérer la merde. C'est étonnamment fait pour. Alors va savoir pourquoi, c'est pour ça que je vous parlais de réaction en chaîne, mais normalement l'huile, elle aussi est prévue pour vivre sa vie avec d'autres trucs. C'est un peu fait pour. Mais là, quand tu mets de la poudre de caoutchouc dedans, ben ça marche pas du tout. En fait, quand on met de la poussière de caoutchouc dans de l'huile, l'huile va devenir une sorte de mayonnaise. En fait, ça va s'agglomérer, ça va faire une pâte. C'est peut-être pas un bon moteur, mais c'est une super machine à pâte. Ils auraient pas dû l'appeler PureTech, ils auraient dû l'appeler PâteTech. Allez, pour tout ce qui est blague, vous m'appelez pas, hein, surtout, hein, moi je me... Non, ben non, faut finir, pardon. La pâte créée par toute cette réaction est plus lourde que l'huile, donc elle tombe au fond du moteur. Et elle va venir stagner dans le carter d'huile, mais dans le carter d'huile, on trouve aussi la pompe à huile qui a pour boulot de pomper de l'huile. Et la pompe à huile, elle va faire son boulot, elle va aspirer la pâte, mais la pâte, elle est trop épaisse et elle va venir bloquer sur quoi? La crépine d'huile. Crépine d'huile qui n'est pas prévue pour faire passer la pâte et qui va venir s'encrasser et qui va tellement s'encrasser qu'elle va se boucher. Et c'est après 3 quarts d'heure et 200 heures d'explications et plein d'illustrations à l'écran qu'on en arrive à la fameuse panne du moteur PureTech. La crépine d'huile se bouche à cause de la pâte, à cause de la courroie, à cause de l'essence, à cause de la segmentation. Et ça casse. Du coup, je vous le fais plus simple parce que vous êtes piégé avec moi dans cette pièce depuis 3 quarts d'heure, mais la crépine se bouche. En se bouchant, il n'y a plus d'huile qui circule, mort. Le PureTech a du cholestérol. J'aurais dû juste commencer par ça. C'est vraiment la même chose qui se passe. Tu vois, quand quelqu'un a du cholestérol, c'est parce que son sang devient gras, son sang coagule, ça bouche un truc, t'es mort. Bah, le PureTech, c'est pareil. Et c'est pour ça que je voulais vous parler du moteur PureTech, parce que l'enchaînement de problèmes est incroyable. Dans l'histoire de l'automobile, des moteurs avec des problèmes de segmentation et de l'essence qui passe dans de l'huile, il y en a plein. Et dans l'immense majorité des cas, ça pose jamais de problème. Pourquoi? Parce que t'as pas le combo avec la courroie qui trempe dedans. Et c'est toute cette réaction en chaîne qui explique la casse quasiment systématique de tous les moteurs PureTech. S'il y a de l'huile moteur dans les moteurs, c'est qu'il y en a besoin. Promis. Juré, on pourra vous le refaire si vous voulez, il y en a besoin. L'huile, c'est au moteur ce que le sang est au corps humain. Tu l'enlèves, c'est la merde. Et à ce moment-là, vous pouvez me dire, oui mais Sylvain, des moteurs pas fiables, il y en a plein, ça existe depuis l'invention de l'automobile. Genre littéralement, les moteurs pas fiables, il y en a eu pendant des dizaines d'années, on est encore là, oui, sauf que 500 000 par an. C'est pour ça que je vous l'ai placé avant, c'est parce que c'est vraiment important comme donnée. Je vous ai préparé une petite liste de modèles pour que vous vous rendiez compte à peu près de l'ampleur du sujet et pourquoi il y a une vidéo aujourd'hui. Alors asseyez-vous, ça va durer longtemps. Hein. Parce qu'on retrouve ce moteur
moteurs sur les Peugeot 108, 208.1, 208.2, 2008.1, 2008.2, 308.2, 308.3, 3008.1, 3008.2, 5008.1 et 2, les Rifter, Partner. Mais attendez, c'est pas fini, parce qu'on les trouve aussi sur les Citroën C1, Citroën C3 deuxième et troisième génération, C3 Picasso, C3 Aircross, les Citroën C4, C4 Cactus, C4 Picasso, C4 Space Tourer, Grand Space Tourer, C5 Aircross, Berlingo 2 et 3, tous les modèles de la marque DS. Alors, il n'y en a pas 36, mais quand même, 100%. Et même des modèles d'autres marques, avec les Opel Corsa, Crosslord, Moka et même des Toyota. Ils ont quand même trouvé le moyen de mettre des PureTech dans des Toyota. C'est-à-dire le moteur le moins fiable des 10 dernières années, dans la marque la plus fiable. J'ai fait mes petites recherches, et même si on n'a pas de source officielle du nombre de moteurs PureTech fabriqués, on estime aujourd'hui qu'il en est sorti entre 3 et 5 millions. 3 et 5 millions quand on parle d'un moteur où à peu près 80% des exemplaires sont touchés dans les 10 premières années. Et à peu près 100% dans les années qui suivent. Je sais que j'ai 200 ans, hein. Pour le coup, il y a une Xbox 360 qui est ici, console qui a été connue pour avoir une maladie chronique qui touchait 100% des consoles fabriquées. C'est-à-dire que c'est pas une question de est-ce que ça va arriver, c'est quand ça va arriver. C'est bien ça. Et elle marche encore. Combien de temps, je sais pas, mais elle marche encore. Et on en arrive au gros problème au sujet de cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, le groupe PSA, maintenant Stellantis, a créé sur le marché 3 à 5 millions de problèmes potentiels. On parle pas juste d'une petite panne qui peut atteindre certains trucs et c'est une maladie, on parle d'un truc à grande échelle. On parle d'un pourcentage non négligeable du parc automobile français qui peut tomber en panne tous les jours. C'est chiant, c'est très chiant. Face à ce problème qui était diagnostiqué dans les premières années de vie du moteur PureTech, le groupe PSA réagit. Mal. Ce qui s'est passé, c'est que quand Peugeot et Citroën ont commencé à voir revenir des moteurs PureTech, ils ont commencé à capter qu'il y avait peut-être un petit souci. Sauf que quand t'es une entreprise et que tu vends des trucs qui marchent pas, il y a un truc qui existe qui s'appelle la garantie. Sauf que le problème avec les garanties, c'est que si t'es pas suffisamment préparé, tu peux couler une boîte là-dessus. Et quand PSA a commencé à voir revenir un nombre important, puis très important de moteurs, ils ont fait l'autruche. Si tu vois pas le problème n'existe pas. Il y a plein de marques qui ont fait ça, on pourrait croire que je blague, pas du tout. Partout dans le monde, les entreprises en général ont vraiment intérêt à ne pas reconnaître le problème. Je vous en ai parlé plein de fois d'ailleurs. Ford dans les années 60 avec la Pinto, ils ont fait comme si ça existait pas. Porsche avec les problèmes de cylindrier et d'IMS dans les années 2000. Ah non, ça n'existe pas. Plus récemment, le problème Takata, qui a mis ultra longtemps à être reconnu pour les mêmes raisons, et maintenant le même sujet, le moteur PureTech. On retombe encore dans cette fameuse spirale où si le constructeur commence à reconnaître qu'ils ont merdé, le constructeur reconnaît qu'il va tout prendre à sa charge. Et ça, ils ont pas eu envie de le faire. Alors ils ont été obligés de le faire. J'avance un peu dans l'histoire, pardon, mais ça fait très longtemps que ça dure quand même. C'est comme ça que PSA a préconisé de faire des vidanges plus rapprochés des moteurs PureTech, puisque si l'huile n'a pas le temps d'être acide, la courroie ne se bouffe pas, et donc le moteur se bouge pas, et normalement ça casse pas. Ça a pas marché. L'huile, elle devient acide quand même. Et la courroie, elle se bouffe quoi qu'il arrive. Alors ils ont fini par changer la segmentation, qui du coup ne laisse pas passer d'essence, qui désagrège pas la courroie, tout ça. Et ils ont eu un autre problème, le recycleur d'huile. Une autre pièce qui jusque-là faisait pas de problème, puis finalement, comme ils ont solutionné le truc, il y a un autre truc qui a pété. Alors ils ont changé. Maintenant, il n'y a plus de problème de recycleur d'huile, et il n'y a même plus de courroie de distribution, parce que maintenant, les PureTech qui sortent d'usine, ils ont une chaîne de distribution en métal, qui est plus sensible à l'acidité de l'huile. Il y a des nouveaux problèmes, et c'est pas une blague. Alors je suis très négatif, mais rassurez-vous, j'ai quand même des bonnes nouvelles, parce que si au début PSA était très mauvais payeur avec le sujet PureTech, aujourd'hui PSA est devenu une référence dans les garanties. Comme quoi, tout arrive. Et suite aux nombreuses réclamations sur les problèmes de moteur PureTech, Stellantis a décidé de mettre en place une plateforme d'indemnisation qui est disponible encore aujourd'hui en ligne. Et même si jusque-là j'ai souligné les côtés surtout négatifs, il faut aussi souligner les côtés positifs. Parce que la plateforme, elle est vraiment pas mal. Avec une extension de garantie poussée jusqu'à 10 ans, 180 000 km, même si l'entretien était fait hors du réseau. Et dans certains cas, ils s'engagent même à prendre en charge des frais de façon rétroactive, parce que si t'as payé à 2 ans, ils peuvent te rembourser maintenant. Tout n'est pas parfait, c'est vrai, mais il faut aussi reconnaître les bons côtés. C'est ça qu'on aime bien dans ce format aussi, c'est la nuance. Est-ce que ton PureTech va exploser? Oui. Est-ce que Stellantis va te rembourser? Certainement oui. C'est pas oui absolu, mais certainement oui. Et on arrive à la fin de cet épisode et je pense qu'on a une question à laquelle il faut répondre. Est-ce que je peux acheter un PureTech? Parce qu'il y a des blagueurs parmi vous, il y en a qui sont un petit peu audacieux. Parce que dit comme ça, et après cette vidéo, ça peut paraître totalement stupide. Oui, ils prennent en charge certaines réparations, peut-être, mais bon, quand même, je vais pas m'acheter des problèmes. Sauf si le problème est vraiment pas cher sur le bon coin. Parce que le souci principal qu'a connu le moteur PureTech, en plus du fait d'être pas fiable, c'est que les gens savent qu'il est pas fiable. Et quand tu vois le prix de certaines annonces sur internet, oui, le prix descend. La piste noire, Dacia Duster, Val Thorens. Et ce désamour dans le moteur PureTech, aujourd'hui, se retrouve dans le prix des voitures d'occasion. Et aujourd'hui, sincèrement, tu peux faire des affaires de fou furieux. Tu tapes PureTech. Alors,
Taper PureTech sur le bon coin, c'est dangereux. Normalement, c'est pas contagieux. DS7 Crossback, c'est-à-dire le top de la gamme DS, 2019, 140 000 km, 12 000 euros. 208 de 2018, 64 000 bornes, 8 000 euros. Une C4 PureTech de 100 000 km à 5 000 euros. Et c'est pour ça que je vous pose la question, pardon, hein, parce que t'as des voitures qui sont quasiment offertes. Hein. Il y a une 208 de 2018 et 160 000 bornes, donc la caisse est pas neuve, d'accord, certes. Et la description précise quand même qu'il y a un embrayage à changer et que la voiture pue. Voilà, la voiture pue. 2600 euros la bagnole de 2018 qui pue un peu. 2600 balles. Alors, qui peut péter à n'importe quelle seconde. C'est vrai, 2600 balles. Par exemple, si je te dis t'as envie de puer, tu vas me répondre non, personne n'a envie de puer. Mais pour 2600 balles... Sur le papier, bien sûr que t'as pas envie d'acheter un PureTech, dans les faits, quand tu vois les prix, des fois tu réfléchis, hein. Si franchement t'as besoin d'une caisse. Moi, ce qui me fait peur, c'est que ça commence à être des prix de caisse qu'on va acheter pour la chaîne pour détruire. Ça c'est le signe d'un grand moteur, ça. Et à la question, est-ce qu'il faut acheter un moteur PureTech, j'aurais tendance à vous répondre non. Mais, vu que ça fait quelques années que les moteurs PureTech existent, on a quand même un peu de recul et on a confirmé qu'avec des vidanges beaucoup plus régulières que préconisées par le constructeur, on arrivait à réduire fortement les probabilités de casse moteur. En plus de ça, la plupart des modèles présents sur le marché aujourd'hui ont déjà eu le rappel constructeur, donc ont déjà eu des pièces renforcées. Alors c'est pas une preuve absolue que ça a pas cassé, mais c'est un plus. Et en plus de ça, la plupart des moteurs PureTech ayant déjà pété une fois, la plupart des voitures se retrouvent avec un moteur PureTech changé, donc un moteur PureTech renforcé. Donc un moteur PureTech qui, encore une fois, peut casser, mais c'est moins probable. Et si tu cumules tout ça à une garantie qui a été étendue et une prise en charge qui est même aujourd'hui rétroactive, dans les faits, acheter un PureTech aujourd'hui, c'est pas débile non plus. Est-ce que c'est risqué? Oui. Est-ce que c'est débilement risqué? Non. Est-ce que c'est pas cher? Ouais. Ouais. Déjà, pour commencer, je me dirigerai pas vers des modèles neufs ou très récents, parce que le PureTech a tellement mauvaise réputation que les prix chutent drastiquement. Ce qui le rend intéressant à acheter quand la chute est arrivée, pas avant. Ce que je ne ferai jamais de ma vie, mais si je devais le faire, je viserais plutôt des modèles qui sont autour de 2021-2022 max. Parce que la décote la plus forte de ces modèles-là intervient dans les 3 premières années. C'est là où le prix se casse la gueule de 75%. Donc une fois que t'as atteint ces 3 premières années, normalement, t'es quasiment au prix plancher. Ensuite, je me dirigerai uniquement vers des modèles qui ont un entretien irréprochable, parce que justement, elle est là la clé, l'entretien irréprochable. Et une fois acheté, je ferai 2 choses. Déjà, je la passerai beaucoup plus souvent à la vidange et à la courroie de distribution, parce que c'est le problème qui cause des casses moteurs, et surtout, prendrai une bonne assistance dépannage. Au cas où. On arrive à la toute fin de la vidéo et en général, j'aime bien vous laisser sur un petit épilogue, tu vois, un petit truc en plus. Et le petit épilogue cette fois-ci, c'est que sous bon nombre de capots que je vous ai déjà cités dans cette vidéo, on retrouve parfois le 1 litre de PureTech et parfois le 1,5 litre Blue HDI, qui est un moteur diesel qui, jusqu'à il y a quelques années, n'a pas fait parler de lui. Je vais pas le dire trop fort, mais il y a plein de problèmes aussi. Et on arrive à la fin de cet épisode, merci de l'avoir regardé, j'espère qu'il vous a plu et j'espère que vous aurez suffisamment de conseils, pourquoi pas, pour être foufou et acheter un PureTech. Pensez à vous abonner, le pouce, l'abonnement, le commentaire, et on se retrouve jeudi prochain 18h15 pour une nouvelle vidéo. Et puis gros bisous! Hey, salut poupée, mon moteur X va te pistonner la soupape. Alors, un petit joint de culasse? Allez,